Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne rentrée malgré la chaleur. Nous reprenons nos bonnes habitudes sur Plan B avec des exposés de ma part dans cette série Collapse ou pas Collapse. Nous allons aussi prochainement reprendre les interviews d'experts et d'expertes, notamment au prochain épisode, Dorothée Moisan, journaliste talentueuse et engagée, autrice entre autres des Plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent. Nous parlerons de plus en plus d'ailleurs de pollution chimique, un thème qui me travaille de plus en plus l'esprit. Vous le voyez peut-être sur mes posts sur LinkedIn et Facebook, où vous pouvez toujours continuer à me suivre. Pollution chimique qui, après tout, représente potentiellement une cause de mortalité au moins aussi importante que le changement climatique, si ce n'est plus. En tout cas, déjà, ça tue pas mal de monde par les maladies que ça cause. Bon. Au reste du programme des réjouissances, nous aurons des interventions d'experts et d'expertes sur les thèmes habituels que sont l'énergie, l'agriculture ou encore l'eau. Aujourd'hui, je vais vous reproduire une conférence que j'ai donnée au Survival Expo, donc le salon du survivalisme. Ça peut faire sourire, à commencer par moi, parce que je ne suis même pas fichu de planter un clou, enfin si, mais à peine plus. Donc qu'est-ce que je faisais au salon du survivalisme? Eh bien, j'accompagnais mes amis Laurent Hayet et Pierre 1911. Donc Pierre 1911, une figure nationale importante de l'autonomie, avec ses, je pense, 70 ou 80 000 followers sur Facebook, à qui il dispense quotidiennement des conseils pour tendre vers l'autonomie. Et on va dire en introduction ou en première partie de sa conférence, j'exposais un espèce de point de vue. Je plantais le décor sur la résilience de manière plus générale, Pierre étant, on va dire, selon ses propres termes, spécialiste du micro, et moi apparemment du macro. Donc de manière très macroscopique, on va parler aujourd'hui de résilience locale, nationale et européenne avec le retour d'expérience depuis 2020 qui fait qu'on peut se poser la question, mais comment rien ne s'est effondré? Je pense que parmi nous autres, on est plus d'un à être surpris par la résilience du système, du moins en apparence. C'est pas pour dire qu'il n'y a rien eu de grave, mais quand même, on peut être étonné par ce qui s'est produit. Je vais le faire en trois parties. D'abord, le fait que la finance et l'économie aient tenu malgré le choc du Covid, puis le fait que l'Europe ne se soit pas effondrée malgré la crise énergétique, entre autres liée à la guerre en Ukraine. Et enfin, un point sur l'eau, les leviers de résilience qu'on a pu observer à l'occasion des sécheresses fortes de l'été 2022 qui se poursuivent. Le niveau des nappes n'est toujours pas remonté cet été par rapport à l'été dernier. Voilà pour le programme des réjouissances et on va avancer, mais en préambule, de quoi j'ai parlé dans cette conférence au salon du survivalisme. J'ai un peu questionné même la notion de survie et la hiérarchisation des risques qui est parfois proposée, par beaucoup d'accents mis sur des risques comme manquer de nourriture, donc faire des stocks de nourriture pendant des mois. Bon, il me semble, juste en regardant des statistiques, les principales causes de mortalité de très très loin, ce sont diverses maladies. Alors je vois la démence, je ne pensais pas que ce serait aussi haut, en troisième position. Pour trouver autre chose que des maladies, on tombe sur les suicides, donc ça c'est un graphique sur la France en 2019, les causes de mort. Les suicides, donc si vous êtes survivaliste, effectivement, ne vous suicidez pas, surtout pas, mais que vous soyez survivaliste ou non. On peut descendre, Il y a les accidents de la route, plus de 4000 morts, donc conduisez prudemment. Alors tout ça, en effet, c'est dans un contexte plutôt de paix et pas d'effondrement. Néanmoins, collapse ou pas, en toute vraisemblance, vous mourrez d'une maladie. Enfin, désolé pour cela. Donc, en toute vraisemblance, on peut prendre l'exemple même de guerres graves, guerre napoléonienne. Donc, l'armée de Napoléon, dans sa campagne, il y a eu plus d'1 million de morts, 1,1 million si ma mémoire est bonne, dont 800 000 morts de froid ou de maladie. Donc, pas au combat. Donc, même en contexte de guerre, les maladies sont une cause importante. Et de toute façon, n'allez pas faire la guerre, enfin évitez autant que faire se peut, ce sera votre meilleure chance de survie, de ne pas aller vous battre. Donc souvent, on voit d'ailleurs que les gens qui ne vont pas combattre survivent. Donc voilà, si vous maximisez aussi, au regard d'un graphique comme celui-ci, maximisez vos chances de survie. À mon sens, restez le plus proche possible d'un hôpital dont les urgences ne sont pas saturées au cas où vous auriez un infarctus ou un accident vasculaire cérébral pour qu'on puisse vous sauver la vie le plus vite possible. C'est tout aussi important, si ce n'est plus, que d'avoir du stock dans votre cave.
Allez, on enchaîne. Chapitre 1, le confinement, Covid-19, la finance et l'économie ont tenu ou pas, point d'interrogation. Alors comment se fait-il? Parce que c'est quand même un choc assez brutal, l'économie fermée comme ça, claque-murée pendant des mois et des mois en 2020 et encore en 2021. Écoutez, une explication assez simple serait que la crise économique a été monétisée par l'argent magique, entre guillemets, par la planche à billets des banques centrales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Planche à billets qui déjà servait à maintenir un peu de croissance durant les années 2010, à relancer au lendemain de la crise financière de 2008. Donc ça a fait illusion un certain temps pour repousser le mur. Et puis on voit là qu'il s'accélère, hein, la taille du bilan des banques centrales BCE et Fed en 2020 qui explosent. Quoi. Voilà, concrètement, pour monétiser la crise, c'est-à-dire éviter qu'il y ait trop de faillites, des chômeurs qui ne soient pas indemnisés, etc. Donc on a monétisé la crise. Hein. Jusqu'où est-ce que ça va être possible? Eh bien, je n'en sais rien. Il faut admettre que la dette, qu'il y avait plus de marge de manœuvre que ce qu'on pensait. Enfin, à l'époque, on disait qu'il ne faut surtout pas que ça dépasse 60% du PIB. Bon, là, on est à 115, 120%, il me semble, en France et on n'est toujours pas mort. Jusqu'où est-ce que le mur peut être repoussé? Il n'y a manifestement pas de règle générale, pas de consensus parmi les experts. Cependant, ce n'est pas sans coût. Alors, autant quand les taux d'intérêt étaient très bas, voire nuls, voire même négatifs dans certains cas, ça pouvait passer. Ce n'est plus le cas. On semble entrer maintenant dans un régime de taux d'intérêt assez élevé. Il me semble les OAT à 10 ans pour la France, c'est au-dessus de 3%, donc ce n'est plus du tout 0%. Les emprunts immobiliers sont en train de passer à 5%, etc. etc. Donc ce n'est pas infini et illimité comme levier. C'était un levier qui a permis effectivement d'entretenir un peu de croissance, repousser, on va dire, la fin de la croissance. Il semblerait que ce levier soit épuisé. Du moins, on est en train de rentrer en resserrement monétaire, car voilà, la dette n'est plus sans coût. Alors, quand même, voilà, est-ce que vraiment on s'en sort si bien que ça? Eh bien, on est en train de vivre, vous le voyez tous bien, hein, dans le prix de vos paniers de courses et pas que. C'est notamment les classes populaires qui en souffrent le plus, leur panier de consommation étant en grande partie constitué de manière importante de produits alimentaires et de dépenses énergétiques, simplement pour se chauffer, pour se déplacer, pour se laver. Donc voilà, rien que ces deux postes sur lesquels l'inflation est particulièrement importante. Hein, donc quand on parle de je sais pas, 6 ou 7% d'inflation en moyenne en France, et encore grâce au bouclier tarifaire, quand on donne ces chiffres, c'est une moyenne. Pour l'énergie et l'alimentation qui constituent une grosse partie du panier des ménages, voilà, ils en souffrent bien plus. Bon. Les causes invoquées pour l'expliquer, alors je vais faire une synthèse de ce que disent les experts divers et variés, il y a plein de causes invoquées, la planche à billets, la guerre en Ukraine et les conséquences énergétiques et aussi alimentaires, hein, l'Ukraine étant un exportateur important de céréales, le dérèglement des chaînes logistiques qui peut-être un peu résorbé depuis l'après-Covid mais qui continue de sévir, il y a des pénuries de toutes sortes sur les médicaments, sur beaucoup d'autres produits. Et puis j'ai fait d'ailleurs un article à cet effet, l'impact des événements climatiques extrêmes sur les récoltes de blé, de riz, de moutarde, d'olives, donc pour faire de l'huile, de légumes, de maïs, donc moins de maïs, ça rend plus difficile l'alimentation du bétail. Je ne mets pas ces exemples au hasard, ce sont de vrais exemples que je couvre point par point dans un article dont je vous mets le lien en commentaire sur les liens qu'on peut établir entre le changement climatique d'origine anthropique et l'inflation alimentaire. Je ne suis pas capable de quantifier ce lien, l'inflation sur les produits alimentaires est multifactorielle, mais le changement climatique commence à jouer un rôle de plus en plus important. Donc ce que j'ai fait dans cet article, c'est que j'ai relevé des pertes de récolte importantes, par exemple la moutarde au Canada du fait du dôme de chaleur qui a sévi, il me semble, en 2021. Voilà, des pertes de récolte un peu partout, la fermeture des frontières indiennes et pakistanaises aux exportations de riz basmati, donc c'est à eux deux, c'est quasiment toutes les exportations de riz basmati dans le monde, du fait des événements climatiques extrêmes à nouveau de l'an dernier, donc 2022. Ils ont fermé leurs frontières, ils continuent un petit peu de fermer leurs frontières, tout ça c'est du fait d'événements climatiques extrêmes, donc je montre ça dans l'article. Je montre aussi que ces événements climatiques extrêmes, enfin c'est pas moi qui le montre, ce sont des études scientifiques du World Weather Attribution, que ces événements climatiques extrêmes peuvent être imputés en partie au changement climatique d'origine anthropique qui rend ces événements extrêmes plus probables ou plus intenses. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'article.
De plus en plus de dettes donc et de moins en moins de croissance et une société toujours addicte à la croissance. On voit depuis 2007 donc le PIB par habitant d'un pays comme la France qui n'augmente plus beaucoup et ce malgré une dette, alors ici on montre la dette publique plus privée, une dette publique plus privée qui crève les plafonds. Et donc cette dette aura peut-être tout juste réussi à maintenir le navire à flot et éviter qu'il ne coule, mais il n'aura pas, manifestement pas, relancé la croissance. Et cette stagnation qu'on voit, alors que ce soit sur le PIB par habitant ou sur le revenu disponible des ménages, c'est le cas pour tous les déciles de revenus. Le premier décile, le deuxième décile, le troisième décile, le dixième décile. Donc pour les 10% du haut comme pour les 10% du bas, il y a cette stagnation du revenu disponible par habitant. Dans ce temps, contrairement à une idée reçue, y compris de ma part, les inégalités ne se sont pas creusées tant que ça. Et ça se mesure par exemple par le fait que la part du revenu national qui va aux plus riches n'a pas tant augmenté que ça. Par exemple, la part du gâteau que s'octroient les 10% du haut n'a pas tant augmenté que ça. En fait, il est même assez stable depuis 70 ans. Je n'en dirais pas tant des 0,1% du haut. C'est surtout en revanche du côté, alors là c'était côté revenu, par contre du côté des dépenses, l'inflation, comme je l'évoquais, frappe le plus durement les plus démunis. Donc certes, les écarts de revenus ne se prononcent pas tant que ça. Par contre, l'inflation, elle, est inégalitaire. Tout ça pose la question de est-ce qu'on n'est pas au bord d'une espèce d'implosion sociale. C'est également une question que j'aborde dans une vidéo précédente de Collapse ou pas Collapse que vous pouvez aller retrouver dans la chaîne. Sans transition, on est quand même, alors effectivement rien ne s'est effondré depuis le Covid, je sais pas, on est un peu dans une bulle en France. En tout cas depuis 2020, l'insécurité alimentaire a explosé. On le voit sur ce graphique avec la part de la population mondiale qui souffre de malnutrition, de sous-alimentation, donc en pourcentage ainsi qu'en valeur absolue. Je cite une déclaration des Nations Unies, environ 2,3 milliards de personnes dans le monde, 29%, étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave en 2021, soit 350 millions de plus qu'avant l'apparition de la pandémie. Près de 924 millions de personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire grave, soit 207 millions de plus en 2 ans. Donc voilà, il y a différents degrés par lesquels on définit l'insécurité alimentaire. Là, vous avez des chiffres différents selon la définition. Ce qui est important de savoir, c'est que la faim dans le monde a cessé de baisser et même elle réaugmente depuis 2014-2015 si on regarde ce graphique, ou du moins, voilà. Et ça s'accélère depuis quelques années. Alors c'est pas seulement du fait des chocs économiques entraînés par le Covid, y compris dans des pays qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des planches à billets ou qui ne nuisent pas à la confiance des marchés. Mais voilà, là, il y a eu des conséquences économiques, par exemple en Tunisie, sur le tourisme, ainsi que tout un tas d'autres conséquences économiques du Covid. Il n'y a pas que ça. Les conflits militaires, par exemple en Éthiopie ou au Soudan, aggravent aussi la situation alimentaire. Des pertes de récoltes liées à des événements climatiques extrêmes de plus en plus graves. Bon, il y a plein de causes à l'insécurité alimentaire, mais en tout cas, se dire que rien ne s'est effondré depuis 2020, même si en apparence il y a encore de la bouffe dans le supermarché chez nous, bon, un peu prudence. Crise énergétique. Bah oui, quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, je me suis dit non mais là ça y est, là game over. Là, comment est-ce que l'Europe va réussir à se relever d'une amputation soudaine de 40% de son gaz qui était importé de Russie? Surtout qu'on parle là d'une infrastructure physique qu'on ne bouge pas facilement. Enfin, l'infrastructure gaz, les pipelines sont engageants. Donc comment est-ce qu'on va trouver aussi vite des fournisseurs alternatifs, trouver d'autres sources d'énergie? La Russie fournissait aussi, il me semble, 30%, 25-30% du pétrole de l'Union européenne. Je dis, mais comment est-ce qu'on va surmonter ça, un choc d'une telle rapidité et d'une telle violence pour des denrées aussi essentielles? Surtout qu'il n'y avait pas que cette crise énergétique-là, il y a une quadruple crise énergétique assez brutale. Alors, il y a un choc pétrolier mondial avec le prix du pétrole qui a augmenté bien au-delà des $100 le baril, pas seulement du fait de la guerre en Ukraine, aussi au fait d'un redémarrage assez rapide de l'économie après le Covid, une offre qui ne suit pas forcément. Bref, beaucoup de pays ont souffert de ce choc pétrolier et continuent d'en souffrir. Le point 2, je l'ai évoqué, Poutine qui nous coupe le gaz. La crise des corrosions sous contrainte des réacteurs nucléaires en France, plus
les opérations de maintenance qui font que pendant des mois et des mois, la moitié de nos réacteurs nucléaires ne tournaient pas, ce qui a imposé un stress assez important au réseau électrique européen. Donc ça fait quand même des ennuis en plus à surmonter, en plus des deux premiers. Sachant que la crise des corrosions sous contrainte semble terminée, mais les opérations de maintenance, elles continuent, elles vont continuer encore pendant plusieurs années, donc il faut faire avec un parc nucléaire qui tourne partiellement pendant au moins encore quelques années. Et puis quatrièmement, bon, on va dire que c'est pas le choc le plus important sur les quatre, mais voilà, ça vient quand même embêter encore un petit peu plus. Les sécheresses de l'été 2022, hein, qui ont amputé la production hydraulique européenne de 20% sur l'ensemble de l'année. Hein, donc c'est pas rien. L'hydraulique fournit de l'ordre de 10-15% de notre électricité, et donc on a 20% de moins à compenser. Hein, donc tout ça, comment on a fait pour ne pas tous mourir, même si à nouveau je ne minimise pas les conséquences notamment sociales et économiques de cette crise énergétique, des entreprises qui sont au bord d'être sur la paille, des ménages qui ont du mal à assurer leurs factures. Et encore, en France, là aussi on est un peu dans une bulle parce qu'on a un bouclier tarifaire particulièrement généreux, ce n'était pas le cas partout en Europe. Alors côté pétrole, finalement les flux pétroliers mondiaux se sont reconfigurés assez rapidement et avec souplesse. Bon, c'est un produit liquide qui circule en grande partie par bateau, puis par bateau. Donc ce que la Russie nous vendait, ils ont commencé à le vendre ailleurs. Apparemment, nos raffineries en Europe étaient en mesure de réceptionner des pétroles de qualité différente de celle de la Russie. Bon, j'aurais pensé qu'il y avait plus de rigidité à ce niveau-là. Et donc les gens qui fournissaient, voilà, des nouveaux clients de la Russie libèrent de la capacité pour leurs fournisseurs qui peuvent nous en vendre davantage à nous. Bref, jeu de chaise musicale, je ne m'exprime pas très bien, qui fait que globalement les choses ont tenu. Hein. Bon. Alors, pour parenthèse sur ce fameux pic pétrolier, mais diable, quand va-t-il enfin survenir? Là, c'est des projections de Rystad Energy sur les prochaines années qui projettent que encore pendant quelques années, la production de pétrole et la demande vont pouvoir augmenter avant un espèce de long plateau jusqu'au milieu des années 30, suivi d'une descente qui oui, à un rythme qui est quand même pas négligeable. Hein, à partir des années 30, quand même, ça commence à descendre. Est-ce que c'est plus drivé, enfin, est-ce que ce sera plus provoqué par une baisse de demande ou des contraintes sur l'offre? Ce n'est pas forcément toujours très clair. Il y a encore des théories qui s'affrontent là-dessus. En tout cas, il y a des leviers de résilience, parce que quoi qu'il en soit, quelle que soit l'offre mondiale, etc., la France n'a pas l'Europe n'a pas de pétrole dans son sous-sol. On a tout intérêt pour notre sécurité énergétique à en sortir. Ainsi que pour des raisons de pollution, et puis faire notre part pour la lutte contre le changement climatique. Donc sans attendre, il ne faut absolument surtout pas attendre que le pétrole devienne une contrainte, mais en sortir de manière volontaire et créative et collective. Alors les possibilités, même à court terme, hein, parce qu'on se dit c'est très dur de remplacer le pétrole, etc., rien que l'électrification des deux roues et des voitures, c'est déjà un levier assez important. L'électrification des deux roues, notamment en Asie, commence à pas mal peser sur la demande, hein, à hauteur de peut-être quelques centaines de milliers de barils par jour. Bon, sur 100 millions de barils, ça paraît pas grand-chose, mais voilà, ça va être par petites touches comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir sans trop de bobos. La voiture électrique commence à passer à grande échelle, ce qui permet forcément de consommer moins de carburant dérivé du pétrole. Le deuxième levier, c'est le remplacement du fioul de chauffage. Voilà, là, les technologies alternatives existent depuis longtemps, mais dans un pays comme la France, les chaudières fioul vont être progressivement interdites, ce qui est là aussi pas sans conséquences sociales. Forcément, tous les ménages n'ont pas des facilités pour remplacer leur chaudière fioul à moindre coût, donc il faut être... mais néanmoins, les technologies alternatives existent, ça engendre un certain coût de travaux, effectivement. Alors, il y a peut-être des contraintes à court, moyen terme sur le pétrole, il y en a un petit peu moins sur le gaz, où les réserves exploitables semblent encore tenir pendant un moment. Enfin, le pic gazier, en tout cas, est plus lointain que le pic pétrolier, quelles que soient les dates respectives. Eh bien, dans la pétrochimie, il est possible de remplacer pour la production de produits pétrochimiques des produits qui étaient auparavant produits à base de pétrole, les produire à partir de gaz. C'est pas très écolo, je suis juste en train de dire c'est possible de se passer de pétrole sur ce plan-là. D'autres leviers du covoiturage, les circuits courts pour
diminuer la consommation de carburant des camions, la sobriété et on l'espère le moins possible de l'appauvrissement. Mais au final, l'ultime levier, c'est toujours un petit peu malheureusement ça. Et lorsqu'on parle d'écraser la demande par les prix, bah, c'est finalement ça, c'est juste des gens qui s'appauvrissent et c'est les Sri Lankais qui s'appauvrissent avant même les Français de classe populaire qui s'appauvrissent et évidemment les Français de classe populaire vont s'appauvrir avant ceux de classe aisée. On a parlé de pétrole, maintenant le gaz. Alors, lui aussi, finalement, il a fait preuve de plus de souplesse. C'est notamment le gaz naturel liquéfié américain qui est venu à la rescousse de l'Europe, et ce, en quantité assez hallucinante dans un délai très très court. Alors, pour avoir parlé en fait, à des gens de GRT Gaz, un scénario comme une rupture d'approvisionnement gazier de la Russie était quelque chose qui était déjà pensé, réfléchi, alors pas forcément diffusé auprès du grand public, mais tous les acteurs ne tombaient pas forcément des nues, notamment les acteurs gaziers, et les terminaux méthaniers, notamment en France, avaient prévu des capacités importantes au cas où ce serait nécessaire de réceptionner du gaz naturel liquéfié, venu d'ailleurs pour compenser un éventuel problème d'approvisionnement venu de Nord Stream, donc de la Russie. Et ça, les chiffres sont assez hallucinants. En 2022, l'Union européenne a importé du gaz naturel liquéfié pour 42% de sa consommation de gaz, contre seulement 23% en 2021. Vous voyez quand même un écart très important. Alors certes, la consommation globale de gaz en Union européenne a diminué, donc ça aussi on a fait de la sobriété ou alors de la destruction de demande, plutôt. Dans la plupart des cas, mais aussi quand même un peu de sobriété. On a baissé notre consommation de gaz, il me semble, de l'ordre de 15%, peut-être un petit peu plus. Donc là, quand on est passé de 23% en 2021 à 42% de notre gaz venant du GNL, c'est 42% d'un total plus faible que l'année 2021. Bon, voilà. Mais quand même, c'est énorme. Le gaz naturel liquéfié, oui, il est beaucoup moins contraint par les infrastructures physiques. C'est du transport par bateau, des méthaniers qui transportent du liquide, quoi. Bon. Alors tout ça n'est pas très très écolo, clairement pas du tout. Le gaz naturel liquéfié, c'est encore moins écolo que le gaz gazeux provenant de Russie, parce que dans le gaz naturel liquéfié, on ajoute encore des étapes de transformation, de transport, etc. Tout ça n'est pas écolo. Et puis c'est très cher, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Alors, l'Europe, alors s'en est sortie peut-être pas, mais a évité d'avoir trop de bobos. Par contre, est-ce que c'est pas au prix de la résilience d'autres nations? Parce que le fait que nous, on ait des possibilités de faire tourner la planche à billets, des boucliers tarifaires, de continuer d'acheter, tous les pays ne peuvent pas faire ça, du moins pas sans voir leur monnaie s'écrouler et perdre la confiance des marchés. C'est l'exemple d'un pays comme le Pakistan, c'est une photo qu'on voit ici. Concrètement, le fait que nous, on achète, on balance de l'argent, des boucliers tarifaires pour acheter du GNL américain, ça ne va pas faire produire plus de GNL américain à court terme. Donc c'est forcément au détriment d'autres clients du GNL américain. Ce qu'on a pu observer dès 2022, c'est dans des pays en voie de développement comme le Pakistan, des pénuries de gaz fossile qui ont entraîné entre autres des blackouts. Début 2023, l'Agence internationale de l'énergie déclarait que pour l'Europe, la crise énergétique était globalement surmontée, à nouveau avec des précautions oratoires par rapport à toutes les conséquences sociales de cette crise énergétique qui sont aussi loin d'être terminées. Mais mettons globalement, l'Europe s'en sort relativement bien. Par contre, pour les pays en voie de développement, elle était loin d'être surmontée. Donc début 2023, Agence internationale de l'énergie. Sur ce sujet, j'ai également écrit un article sur résilience énergétique de l'Europe, à quel prix pour le reste du monde. Je mets également le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Alors, de la résilience un peu plus sympathique et plus écolo, même si aucune énergie n'est parfaitement propre, mais mettons quand même il y a des degrés. Bien les énergies éoliennes et solaires ont continué leur accélération, leur déploiement exponentiel et ont permis de manière importante de faire tampon pour les pertes de production électrique liées au choc gazier, au choc sur l'hydraulique dont je parlais plus tôt et à la crise des corrosions sous contrainte des réacteurs nucléaires français. Ça va assez vite, donc là je vous laisse faire pause, lire ces graphiques à tête reposée, c'est allé assez vite et ça continue d'aller de plus en plus vite. L'an dernier, l'éolien plus le solaire à eux deux ont représenté de l'ordre de 22-23% de l'électricité que nous consommions en Union européenne. Donc on parle là d'un gros continent quand même plutôt riche, enfin là on passe à grande échelle, quoi. C'est pas juste une petite région du monde ou juste le Danemark, voilà. C'est l'Union européenne, donc plusieurs centaines de millions d'habitants.
Cette année, on devrait toucher les 30%. En fait, on y est déjà, hein. Donc cette année, ça va être de l'ordre de 30%. On pourra dire encore heureux au vu de tout ce qui a été investi dans les énergies renouvelables variables, donc éolien et solaire. Effectivement, beaucoup a été investi, mais voilà, ça délivre, ça nous dépanne bien dans des cas comme celui-là, et le coût notamment du solaire continue de décroître. Alors après, jusqu'où, quel taux de pénétration on pourra atteindre? Est-ce que la limite est à 50%, 60%, 70%, 90%, que sais-je? Bon, on verra bien. Il y a des retours d'expérience, par exemple en Australie méridionale, une région petite certes, mais assez isolée en Australie, donc petite, 2 millions d'habitants, mais quand même le fait d'être isolé n'est pas avantageux, qui arrive à fournir 70% de son électricité à partir d'éolien et de solaire, avec aussi un petit peu de batterie, de stockage, mais ils y arrivent. Dans quelle mesure le retour d'expérience peut être reproduit ailleurs, on verra bien. En tout cas, bah voilà, on a une confiance croissante, pas seulement sur la base de retours d'expérience comme celui que je viens d'évoquer, mais aussi la confiance des experts en réseau, entre autres RTE, mais dans beaucoup d'autres pays du monde, les experts réseau qui ont une confiance croissante quant au fait qu'on peut atteindre des taux de pénétration élevés de l'éolien et du solaire sans trop se rendre la vie impossible. Bon voilà, j'ai tangué un petit peu avant cette minute sur les termes sobriété, appauvrissement, etc. Effectivement, il faut être très attention sur ces termes qui sont dévoyés de leur sens, hein, la sobriété, donc les classes, certaines personnes dans le besoin, que les classes populaires reçoivent avec certaines violences parfois de certaines manières dont c'est employé, donc il faut faire extrêmement attention et montrer de l'empathie là-dessus. Bon bah oui, un levier fut la réduction de notre consommation de manière plus ou moins souhaitée, donc soit par de la sobriété, soit par de l'appauvrissement et des faillites. Appauvrissement et faillite qui sont peut-être, enfin à mon sens probablement majoritaires dans cette diminution de consommation. Alors, la baisse de demande a été de 4% pour l'électricité en 2022 et de 13% pour le gaz fossile, hein. Alors, il me semble que des chiffres encore plus à jour montraient moins 15, moins 16% pour le gaz fossile au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022. Qu'importe, l'ordre de grandeur est là, on a diminué notre consommation de gaz de manière importante. Alors, ça s'explique par un peu, voire beaucoup, d'arrêts de production des usines. Par exemple, pendant des mois et des mois, il me semble de 70% des capacités de production d'engrais synthétiques, dont l'hydrogène est produit notamment par vaporéformage du gaz. Bon bref, était à l'arrêt. Donc oui, des usines qui tournent au ralenti, voire qui sont à l'arrêt, donc là c'est quand même subi, même des délocalisations, hein, notamment de l'industrie allemande, bon. De l'appauvrissement des ménages. Coup de bol, un hiver assez doux qui a réduit nos besoins en chauffage. Voilà, si on avait eu un hiver particulièrement rugueux, ça n'aurait pas été la même chose. Quand même, des efforts de sobriété volontaire qui sont à saluer dans les bureaux, dans les ménages, dans les entreprises, une certaine prise de conscience, notamment pendant l'hiver 2022, pour voilà, faire sa part. C'est à saluer. Voilà, des économies sur l'eau chaude, sur le chauffage, qui sont des gros leviers d'action, notamment pour limiter la consommation de nos chaudières gaz, à poursuivre. Et puis, comme d'habitude, un peu de gain d'efficacité énergétique, comme c'est le cas chaque année depuis toujours. On a chaque année 1% de gain d'efficacité énergétique. L'année dernière aussi. Peut-être que ça a accéléré, j'en sais rien. On poursuit. Toujours côté pas forcément très écolo. Provisoirement, on a relancé quelques centrales à charbon. Alors, on a fait beaucoup de bruit autour de ces histoires. Ah, ça y est, le charbon, et puis c'est pas écolo, etc. Bien joué les écolos pour avoir fermé les centrales nucléaires. Alors, c'est effectivement une erreur dans un pays comme l'Allemagne d'être sorti du nucléaire, surtout avant d'être sorti du charbon. Bon, je suis plutôt favorable au nucléaire, mais qu'importe. Effectivement, provisoirement, il y a eu une relance du charbon en Europe, mais ce fut provisoire. Il n'y a pas eu, la grande relance du charbon qu'on nous a décrite, non, n'a pas eu lieu pendant quelques mois. Effectivement, des centrales à charbon ici et là ont été rallumées pour faire face à la crise. Je le déplore parce que chaque tonne de CO2 compte. Cela ne remet absolument pas en cause la sortie du charbon de l'Union européenne, hein. Donc le charbon fournissait 30% de notre électricité en 2000. C'est tombé à 13% en 2020, c'est un petit peu remonté, mais ça recommence à baisser. Je vous mets en lien un article de Ember Climate qui en parle en 2023, c'est reparti à la baisse par rapport à 2022. Okay, donc la tendance lourde de sortie du charbon reste de mise.
À nouveau, cette relance même temporaire, c'est pas top parce que chaque tonne de CO2 compte. Bah voilà, un levier qu'on a activé, je l'ai évoqué plusieurs fois, les boucliers tarifaires, des dépenses très très importantes. Bon, bah, comme quoi, l'argent était là pour faire la transition énergétique, mais on le dépense pour consommer des énergies fossiles. Ils ont coûté rien qu'en France 170 milliards d'euros. Alors non, ils n'ont pas coûté, pardon. Ils devraient coûter d'ici 2027 170 milliards d'euros, mais une bonne partie a déjà été dépensée. Donc bon, on peut tout à fait comprendre pour aider les ménages à surmonter la hausse du prix des carburants ou des factures de gaz qu'on les protège. Cependant, bah voilà, on a payé aussi du carburant de SUV pour les gens qui étaient pas forcément démunis. Enfin bref, on aurait pu peut-être un peu plus différencier ces aides pour des ménages les plus démunis, parce que là on a fait essentiellement subventionner de la consommation d'énergie fossile, alors qu'on avait l'occasion d'inciter à la sobriété, à la recherche d'alternatives aux énergies fossiles, mais avec de tels boucliers, on ne l'a pas fait. Donc une occasion ratée. Bon, la France n'est pas seule, même si c'est un pays qui a été particulièrement généreux là-dessus. Au total, en Union européenne, les boucliers tarifaires auraient coûté, rien que sur un an, déjà 500 milliards d'euros. Voilà, je reprends un petit peu d'eau parce que j'ai la bouche qui sèche un petit peu. Il fait chaud, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Mais il fait chaud, anormalement chaud pour un mois de septembre. Ah, alors, troisième et dernier chapitre. Tenez, l'eau, justement, quand on parle du loup. Alors, il y a eu des sécheresses en 2022 qui ont été hallucinées. Enfin, dans les mois qui ont suivi l'été 2022, j'ai parlé à beaucoup d'élus pour recueillir leur retour d'expérience. Effectivement, là, voilà, on y est, quoi. On le vit. Hein. Ces contraintes en eau. Alors, pas seulement du fait du changement climatique, mais aussi de la surexploitation de la ressource. Hein. Donc, le changement climatique qui provoque des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, et donc des sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses, changement climatique qui déstabilise les régimes de pluie. Donc, il pleut beaucoup lorsqu'il pleut déjà, il pleut moins lorsqu'il pleuvait déjà peu, etc. Bon. Allez, entrons dans le dur, c'est comment est-ce qu'on surmonte ça maintenant et comment est-ce qu'on continue de surmonter cette crise et qu'on évite de s'écrouler. Alors, le système hydrique, donc notre système d'approvisionnement en eau tel qu'il existe, marche sur la tête car il fait face à plusieurs impasses devant lesquelles on continue de foncer. Une impasse d'ordre économique. Alors déjà, le modèle économique, il peut s'expliquer assez simplement. Jean-Emmanuel Gilbert est venu l'expliquer plusieurs fois sur Plan B, mais il y a quelques années maintenant, on devrait le réinviter. En gros, plus on prélève et on pollue, plus les entreprises qui prélèvent et polluent gagnent de l'argent. Donc dans tout cela, il n'y a pas d'incitation à la sobriété en matière de prélèvement et de consommation et à la prévention des rejets. Ce qu'on récompense, c'est le fait de prélever de l'eau et de la dépolluer. Donc bon, voilà, déjà, les incentives, les incitations économiques sont par accord avec les enjeux. Une impasse énergétique. Hein, des collectivités territoriales voient leurs factures énergétiques exploser, en général, mais elles les voient exploser aussi sur le poste eau et assainissement. Hein, donc de plus en plus de dépenses énergétiques pour dépolluer l'eau, de plus en plus de dépenses énergétiques pour aller la pomper, pour la traiter, etc. Bon, les méga-bassines peuvent venir ajouter, quand même, alors pas que pour les collectivités, mais pour la collectivité, peuvent venir ajouter une petite couche dans cette facture. Une impasse climatique, je l'évoquais, la recrudescence des aléas. Et enfin, une impasse environnementale et sociale. On surexploite la ressource, on la pollue trop et il y a des conflits d'usage. Donc l'heure est au choix entre qu'est-ce qu'on veut faire de cette ressource précieuse. Les étapes pour mener cette transition hydrique, à nouveau Jean-Emmanuel Gilbert est venu nous en parler ici. Déjà, recenser l'eau qui est disponible et les usages. Les statistiques disponibles ne sont pas toujours très fiables. Il faut aller, il y a des forages illégaux, entre autres. Il y a plein de choses à aller un peu auditer, diagnostiquer. Accompagner tous les acteurs du territoire, tous les usagers vers la sobriété. On va voir quelques exemples. Les agriculteurs, les industriels, les acteurs du tourisme, la ville et puis bien sûr les particuliers. Valoriser, faire essaimer les actions efficaces, impulser les dynamiques territoriales et puis revoir les modèles économiques, récompenser l'efficience, la sobriété pas la dépollution mais la prévention des rejets. Hop, je corrige. Non, il ne faut pas récompenser, enfin on la récompense déjà là.
dépollution. C'est la prévention des rejets polluants à laquelle il faut inciter. Deux retours d'expérience qui m'ont marqué. Alors là, je vais vous mettre des liens vers des articles, vers le site d'Aquagir, une initiative menée entre autres par la Banque des Territoires, pour laquelle j'ai travaillé dans le cadre d'une mission de conseil et d'études. Ce que j'ai fait dans cette mission, entre autres, c'est aller recueillir des retours d'expérience d'élus qui souvent ont 10, 20, parfois plusieurs décennies d'avance sur les autres, pour prendre le problème de l'eau à bras-le-corps, sans s'en vanter. Ils ne s'en vantent pas, ils disent simplement nous, sur notre territoire, par exemple Bourges Plus, on n'a pas de ressources d'eau en propre, on importe cette eau d'une nappe qui est à 50 km d'ici, on l'importe par canalisation. Donc on a dû, un peu depuis toujours, faire gaffe sur comment on utilise l'eau. Dans le cas de Bourges, donc Irène Félix, ce que nous explique Madame Irène Félix, présidente de la communauté d'agglomération de Bourges, et dans son activité autour de l'eau, vice-présidente du comité de bassin Loire-Bretagne, mais aussi dans son activité de présidente d'intercommunalité, donc de la communauté d'agglomération de Bourges, elle porte le sujet de l'eau parmi ses priorités. Elle nous explique que le territoire de Bourges est déjà en zone de répartition de longue date. C'est un statut officiel qui veut dire qu'il faut déjà décider de la manière dont l'eau est répartie à travers les différents usages. Parmi les initiatives que Madame Félix a menées, il y en a beaucoup, mais quelques exemples. La signature d'un contrat Grenelle qui engage le monde agricole. Travailler sur la pérennité des masses d'eau, notamment en travaillant sur la réinfiltration de l'eau dans les sols. Donc, un peu ce fameux paradigme qui est de voir le sol vraiment comme un élément vivant qui est capable de réguler les risques liés à l'eau et d'atténuer ces risques. Il y a un article dans le domaine public sur le site d'Aquagir, je vous mets également le lien en commentaire. C'est une interview de Madame Félix réalisée par votre serviteur. Une autre interview qui m'a marqué dans ce travail. Attendez, est-ce que j'ai... oui, bon, bref. Non, j'ai couvert à peu près ce que je voulais dire. Et ce sera le dernier slide, et ce sera la conclusion. Interview auprès de... c'est pas Christophe Ringot, c'est Bertrand Ringot. Voilà, pardon pour les petites coquilles. Donc Bertrand Ringot, président du syndicat de l'eau du Dunkerquois, maire de Gravelines, ainsi que d'autres mandats, actifs depuis de longue date sur le sujet de l'eau, toujours sans s'en vanter. À nouveau Dunkerque, on se dit c'est le Nord, c'est ce que j'aurais pu me dire, c'est le Nord, il n'y a pas de problème d'eau dans le Nord, etc. Si, en fait, géographiquement ils sont désavantagés, ils n'ont pas de ressources en eau en propre sur leur territoire, donc ils ont dû faire gaffe aussi depuis toujours, en fait, depuis toujours. Et donc là c'est le retour d'expérience qu'ils livrent. À nouveau vous avez l'interview complète sur le site d'Aquagir, je vous le mets en lien. Alors il y a tout un arsenal de mesures que Dunkerque a déployé, y compris l'incitation à la sobriété. Mais alors, l'arsenal comprend à la fois des technologies et des mesures de régulation de la demande, de sobriété. Donc, côté infrastructure, des investissements de longue date dans le réseau, avec seulement, Dunkerque affiche seulement 7% de taux de fuite. La moyenne en France est plutôt de l'ordre de 20%. Certaines communes atteignent même 50-60% de fuite. C'est énorme. Dunkerque, en prenant le problème à bras-le-corps de longue date, a toujours limiter les fuites dans le réseau, montrant la voie à d'autres qui ont des réseaux fuyards, et il est temps de s'en occuper. Une technologie pas trop high-tech, peut-être pas de là à parler de low-tech, mais bon, c'est quand même quelque chose dont on dit aussi que ça existe depuis les Romains comme procédé, donc on peut dire c'est un peu low-tech, de réalimentation active de la nappe. Depuis les années 70, Dunkerque le fait, d'autres territoires, notamment Nouvelle-Aquitaine, je ne sais plus où exactement, mais en Nouvelle-Aquitaine, expérimentent ce genre de dispositif. Ça va consister, cette réalimentation active de la nappe, à prélever de l'eau de surface et à la réinjecter dans la nappe pour répondre aux besoins durant la période d'étiage. Donc voilà, je prélève en surface quand il y en a, je la réinjecte dans la nappe. Voilà, gestion active. Et en période d'étiage, c'est-à-dire là où le débit du fleuve est le plus faible, on a de l'eau. Une toile de l'eau industrielle pour agir au niveau des industriels. Dunkerque est un territoire assez industrialisé et qui va continuer d'accueillir des usines dans l'agroalimentaire, dans la production de batteries, de véhicules électriques, va accueillir des chantiers d'EPR, donc de centrales nucléaires. Donc tout ça va consommer de l'eau. Une toile de l'eau industrielle a été organisée pour mettre les industriels en relation, voir ensemble les opportunités de réutilisation des eaux usées, d'écologie industrielle pour que les rejets d'eau des uns servent à la consommation des autres, par exemple. Bon, voilà, une initiative de plus.
Côté usager domestique, puisqu'il faut agir à tous les niveaux, la totalité des ménages à Dunkerque est équipée de systèmes de télérelève qui leur permet de suivre et de maîtriser leur consommation, d'être alertés en cas de consommation anormale ou de fuite. Pour aller plus loin, les ménages ont été incités à s'équiper de dispositifs de récupération des eaux pluviales, par exemple pour l'arrosage du jardin. Et dans cela, il me semble qu'ils ont été soutenus financièrement par la ville pour s'en équiper. Je ne me rappelle plus bien. Bon. Un dialogue enclenché avec le monde agricole, des contrats d'action pour la ressource en eau par exemple, qui sont signés avec les agriculteurs, des dispositifs de type paiement pour services environnementaux, pour pratiquer par exemple des techniques agroécologiques qui favorisent l'infiltration de l'eau dans les sols, donc la stocker dans les sols de préférence plutôt que dans des bassines où l'eau risque de s'évaporer. Bon, bref. Et surtout, c'est en grande partie pour ça que Dunkerque est connu. Je disais tout à l'heure, il y a une impasse économique, le système marche sur la tête, il n'y a pas les incitations pour être sobre. Et Dunkerque, depuis 2012, a mis en place une tarification dite éco-solidaire, avec 3 tranches de consommation. L'idée est très simple. Les premiers mètres cubes, on va dire la consommation essentielle, sont pas chers, voire encore moins chers pour des bénéficiaires de minima sociaux, par exemple. Les mètres cubes suivants, un peu plus chers. Et puis enfin, les mètres cubes qui relèvent quand même d'une consommation un peu de luxe, encore plus cher. Donc lorsqu'on est en train de remplir sa piscine, etc., ça va être le plus cher. Ce n'est pas vécu comme punitif, c'est plutôt un signal prix pour dire attention, surveillez, etc. Ça a pas mis des ménages sur la paille. L'idée est juste de donner des petits signaux, un petit nudge, et ça porte ses fruits assez rapidement. Donc dès 2014, la collectivité constatait des baisses de consommation de l'ordre de 20%. En plus, c'est socialement juste. Voilà, pour dire, l'eau, vous le voyez ici, c'est un sujet sur lequel les marges de manœuvre sont innombrables, où ça se joue beaucoup au niveau local, où les citoyens, les entreprises, évidemment les élus ont un rôle majeur à jouer. C'est un sujet sur lequel on a unilatéralement intérêt à se bouger, sans se dire oui, mais d'abord la Chine, oui, mais les États-Unis, oui, mais l'Inde, etc. Non, là, localement, on a un intérêt unilatéral à faire des choses. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et puis, c'est un sujet sur lequel on récolte les fruits de nos efforts assez rapidement. Là, je vous disais, pour la tarification éco-solidaire à Dunkerque, en seulement 2 ans, on voit déjà les fruits des efforts qui ont été faits. Donc ça, c'est toujours quand même plutôt sympa de voir que ce qu'on fait sert à quelque chose. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. On ne répond toujours pas de manière définitive à collapse ou pas collapse. Bon, voilà, c'est juste une petite phrase, question pour un peu susciter de l'intérêt, rien de plus. L'idée est vraiment d'apprendre des choses, de faire de la veille, d'essayer de faire la synthèse d'informations, de faire sens, de mettre tout ça en musique. On est dans un monde assez complexe. Il n'y a aucune prétention à ce que cette présentation ait été complète pour expliquer notre résilience, par exemple, à travers la crise énergétique ou la résilience du système économique suite au Covid. Enfin voilà, c'est sans prétention. N'hésitez pas à commenter pour compléter, pour susciter la discussion. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt pour d'autres épisodes de cette série Collapse ou pas Collapse. Et aussi, surtout, à bientôt pour l'interview de, j'insiste, Dorothée Moisan, ce livre qui m'a beaucoup marqué sur un sujet que j'avais jusqu'alors négligé. À bientôt, au revoir.